merci à vous d'être venus. Donc apparemment, vous avez préféré venir ici qu'au banquet de Rivarol. Bon, alors, je dois tout de même vous dire que le titre de cette conférence, je ne pensais pas devoir retraiter de ce sujet que j'avais déjà traité à 2 ou 3 reprises précédemment. Mais les événements de Bruxelles m'ont forcé à revenir sur ce sujet parce que, à nouveau, dans ces événements, on retrouve les mêmes incohérences, impossibilités qui attirent l'attention. Donc je vais revenir sur ce que j'appelle la politique de la terreur ou l'ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre par le chaos, en vue de la dictature mondiale messianique. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté aux précédentes conférences sur le sujet, je regrette, mais je vais être obligé tout de même de faire un certain nombre de rappels pour les nouveaux. Je vois qu'il y a plusieurs têtes nouvelles, heureusement, c'est bien, ça se renouvelle. J'avais donc évoqué, lors de ces dernières conférences, la série d'attentats qui périodiquement permettent aux États-Unis et au mondialisme messianique que les États-Unis portent d'amorcer leur guerre mondiale de conquête. C'est ainsi que j'avais évoqué les attentats, ou supposés tels, qui s'étaient succédés dans ce but. Donc, je me répète, je m'excuse, le sabotage du vieux croiseur Maine en baie de la Havane, immédiatement attribué aux Espagnols pour déclarer avoir un motif de déclaration de guerre auprès de leur opinion publique contre l'Espagne. Résultat, évincement de l'Espagne, de Cuba et des Philippines. À quelques années de là, le torpillage du paquebot Lusitania, laissé volontairement sans escorte par Churchill, pour que le bateau contenant des civils, en principe, soit torpillé par les U-boats allemands. L'assassinat du diplomate allemand Ernst von Rath par l'activiste terroriste juif Herschel Greenspan, qui allait se rajouter déjà à tout ce que les Allemands avaient de rancœur justifiée envers une certaine communauté qui avait pillé l'Allemagne du Deuxième Reich après la défaite allemande de 1918 et après la déclaration de guerre officialisée dans le Daily Express du, je crois, 23 mars 1933, déclarant, mais officiellement, la guerre économique à l'Allemagne. Ce ne sont pas là des moyens pour éviter des conflits. Donc voilà. Puis, le piège tendu aux Japonais par Roosevelt, au travers du blocus économique sur fond de concurrence industrielle avec le Japon, refusant toute négociation avec les Japonais et qui allait amener les Japonais à, pour donner une leçon aux Américains, faire l'opération de Pearl Harbor. Or, qu'y avait-il à Pearl Harbor? Curieusement, comme le fameux rafio en baie de la Havane, de vieux rafios. Mais avec tout de même leur équipage et les familles qui résidaient à proximité. D'où environ 3000 morts. Donc là encore, une fois, escomptant le choc émotionnel auprès de l'opinion publique pour justifier à nouveau l'entrée en guerre des États-Unis. Et puis plus tard, ce seront les crimes de la résistance gaulo-communiste, avant et après la prétendue libération-épuration,
s'acharnant surtout sur des civils, quelques soldats allemands aussi, pour provoquer des réactions, et à l'abri de ces réactions, pouvoir enchaîner une autre série d'attentats. Et je dois dire que mon grand-père paternel a failli être une de ces victimes, puisqu'un beau jour, il a vu débarquer chez lui, dans sa propriété, deux maquisards, armés, bien entendu, prétendant se faire ouvrir, et comme il n'a pas ouvert, ils ont voulu forcer une fenêtre, et moyennant quoi, mon grand-père, qui n'était pas un Français décati, a aligné le premier qui est passé à la fenêtre et l'a descendu. Et ceci dit, mon grand-père, qui n'était pas naïf non plus, a pris ma grand-mère par la main, une valise par l'autre, et est monté à Paris, trouver refuge chez mon père. Et le soir, nos glorieux résistants envahissaient la propriété, raflaient tout ce qu'ils pouvaient emporter de monnayable et mettaient le feu à la maison. Donc, je suis indirectement témoin de ce genre de procédure. Donc, souvent, on voit progressivement que ces attentats qui, au début, avaient plus ou moins des visées sur des objectifs militaires, ces attentats vont commencer à dériver vers des attentats contre les populations civiles. Et on va arriver à l'apogée de ce genre de politique de la terreur, comme je dis, avec les bombardements, les tapis de bombes des Alliés lors de la dernière guerre mondiale par l'aviation anglo-canadienne et américaine. Je vous épargne le rappel de Dresde, Hambourg, etc. et autres villes allemandes brûlées au phosphore. Et non seulement par une vague d'attaques, mais par des vagues successives de façon à ne laisser aucune chance aux survivants et aux sauveteurs. Au nom des valeurs de la démocratie. C'était un pays magnifique. Donc voilà, la nouvelle notion de manipulation des masses s'attaquant préférentiellement aux objectifs civils, tout bonnement parce que les objectifs militaires étaient en principe défendus, et attaquant les populations civiles pour démoraliser les pays contre lesquels ces puissances occidentales étaient en guerre. Et même la France, vous devez peut-être le savoir, vous devriez le savoir, n'a pas été épargnée par les bombardements de nos chers alliés, la région parisienne, Le Havre, Rouen, Caen, Royan, etc. Eh bien, je vois que vous connaissez. Eh bien. Donc voilà, politique de la terreur déjà à cette époque-là. Les tapis de bombes. Je vous rappellerai que le grand maréchal de l'air de la Royal Air Force, le général Harris, a eu le privilège d'être appelé, du fait de sa tactique de tapis de bombes contre les populations civiles, Bomber Harris. Et alors, une nouvelle étape de cette stratégie de la terreur envers les populations civiles allait être franchie après la Seconde Guerre mondiale, avec ce que l'on a appelé l'opération Gladio. J'y ai d'abord fait allusion à quelques reprises, mais je n'avais pas estimé devoir expliquer plus en détail ce qu'était cette opération. Et c'est tout de même très intéressant de s'y attarder aujourd'hui à la lumière des attentats que nous avons subis dernièrement, parce qu'il y a de curieuses similitudes. En fait,
la terreur, comme la désinformation, comme la drogue, comme le reste, fait partie des méthodes pour neutraliser l'adversaire. Et cela fait partie, ça a été déjà bien décrit dans un faux célèbre qu'on appelle les protocoles des sages de Sion. Un faux, comme on nous dit, mais qui colle tellement bien à la réalité d'aujourd'hui que l'on peut se demander si réellement c'est un faux. Ou alors il était génial. Alors qu'est-ce que c'était que cette opération Gladio, qui veut dire en italien le glaive, la glaive. Au départ, c'était une organisation secrète appelée au départ Stay Behind, création de la CIA, déjà à l'époque. Elle avait vu le jour en 1948 et sera rebaptisée plus tard l'opération Gladio. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans sa justification primitive, il s'agissait, en cas d'invasion soviétique, de missions d'espionnage et de planification d'attentats. Mais l'invasion soviétique ne s'étant pas produite, ce seront les intérêts des États-Unis et de leurs alliés européens que cette opération Gladio, au travers des services américains, vont essayer de protéger par des attentats, c'est-à-dire de faux attentats, et c'est là que commence à apparaître le terme de false flag, opération faite sous fausse bannière, donner l'impression que ceux qui font réellement l'attentat, ce ne sont pas eux, mais d'autres, que l'on désigne à la vindicte populaire. Et je voudrais citer, à l'appui de ce que je viens de vous dire, l'importante étude de Wikistrike sur le sujet. Et je cite: « Des contacts se firent avec différents services secrets européens à l'abri de tout contrôle parlementaire, et c'est le SHAPE. » Ça vous dit quelque chose encore, le SHAPE? Le commandement militaire de l'OTAN en Europe, siège à Bruxelles. Siège à Bruxelles. Oui. Qui en assurait la coordination. Le problème, c'est que la multiplication de ces attentats allait attirer l'attention et amener à une enquête parlementaire italienne en 2008. Elle devait confirmer l'implication de la CIA dans toutes les opérations dénoncées par la suite par le président de la République italienne, Francesco Cossiga. J'en ai déjà parlé. Et en fait, cette opération terroriste avait pour but de faire halter d'horreur le public submergé par la peur pour lui faire haïr le bouc émissaire en vue des buts cachés des instigateurs. Mais n'est-ce pas ce que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les derniers attentats de masse qui ont suivi le 11 septembre pour mettre en condition les peuples et leur faire accepter les lois dites protectrices, sécuritaires, sous prétexte de les protéger. Rappelez-vous, tout de suite après le 11 septembre, le Patriot Act, instauré par George W. Bush, dont était responsable qui? L'amiral franc-maçon Poindexter, John Poindexter. Et puis, dernièrement en France, la loi sur le renseignement par Manuel Valls, qui nous a si bien protégés des attentats suivants, mais dont l'effet fondamental était de mettre sous surveillance tous les Français, comme le Patriot Act aux États-Unis. Exactement la même chose. Parce que, moi, je veux bien qu'on surveille les gens potentiellement dangereux, mais pourquoi aux États-Unis, tous les citoyens américains? Qu'on surveille les musulmans rentrés
À la limite, ça pourrait être plaidable. Et tous les citoyens américains. On rentre donc ainsi progressivement dans des États policiers, on rentre en dictature. On allait en savoir plus en 1984 sur ces opérations Gladio par Vincenzo Vinciguerra, terroriste italien repenti de Gladio, qui avait décrit, je cite, l'existence en Italie d'un réseau de l'ombre constitué d'officiers militaires et de dirigeants politiques qui organisaient des attaques terroristes dans le but de maintenir au pouvoir les gouvernements alliés des États-Unis. Un témoin direct, un acteur qui dénonce le processus. Et Vinciguerra, qui avait été donc un mercenaire au sein de ce réseau secret de terrorisme d'État, allait dénoncer son existence dans le célèbre documentaire Opération Gladio. Je ne sais pas si on peut encore le trouver sur Internet. Je laisse ça à votre appréciation. Mais j'ai le texte. Voilà ce qu'il disait. Il fallait attaquer les civils, les gens, des femmes, des enfants, des innocents, des inconnus totalement à l'écart de tout jeu politique. La raison était très simple, forcer le public à se tourner vers l'État en quête de plus de sécurité. Autre aspect intéressant de cette opération Gladio, celle que donne le professeur et historien italien Daniele Ganzer, auteur du livre « Les années secrètes de l'OTAN, réseau Stay Behind, Opération Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest ». Et il déclarait dans une interview au Monde diplomatique ceci. Avec les données concrètes que nous possédons, par exemple en provenance d'Italie, nous savons que les activités de l'armée secrète appelée Gladio étaient dirigées par les services secrets et bénéficiaient de l'entraînement et du soutien de la CIA. Nous savons également que la CIA voulait que Gladio attaque et affaiblisse le puissant Parti communiste italien. Gladio s'est allié à des catholiques de droite extrémistes, fermement opposés au communisme athée, et ils ont posé des bombes en Italie. On a injustement mis ces attentats sur le dos des communistes. On appelle cela le terrorisme sous faux drapeau. Certains membres des services secrets militaires italiens ont avoué que la CIA leur avait ordonné de le faire. Alors, ce texte est intéressant, très intéressant, parce que, avec notre mentalité à nous, notre anticommunisme primaire, on se dit, tiens, mais c'est curieux quand même. Pourtant, c'était tourné contre les communistes. Où est le mal ? Oui, mais en fait, ce n'était qu'un prétexte. Ce n'était qu'un prétexte. Il est évident que dans la mentalité de l'époque anticommuniste, avec en principe le danger d'une invasion soviétique, on pouvait très bien comprendre que certains se laissent prendre. Et en fait, ils ont été manipulés. Tout simplement. Tout dans toutes ces histoires-là ne sont que manipulations. D'où le terme de false flag, qui vraiment résume parfaitement la situation. Et évidemment, cette allusion à la collusion de certains éléments catholiques ou extrémistes de droite surprend, mais ils n'ont été qu'utilisés et manipulés par ces services secrets. Et il est évident que le contexte de l'époque se prêtait parfaitement à ce genre de manipulation. Mais cela explique beaucoup de la suite des événements.
Alors, le complot de Gladio allait éclater au grand jour lorsque plusieurs juges italiens découvrirent que des armées secrètes existaient au sein de l'État. Et mis au pied du mur, le Premier ministre démocrate chrétien, s'il vous plaît, allons à confesse, à la messe, etc. Giulio Andreotti, en 1990, acculé, avait essayé de se justifier en disant « Oui, c'est un fait, l'armée secrète a bien existé, mais c'était pour protéger l'État et combattre les Russes au cas où ils attaqueraient l'Italie. Il n'y avait rien d'illégal, c'était une bonne chose. » Mais le problème est que, comme l'ancien terroriste italien Vincenzo Vinciguerra l'avait avoué en 1984, il fallait, je cite, il fallait attaquer les civils, les gens, des femmes, des enfants, des innocents, des inconnus totalement à l'écart de tout jeu politique. La raison était simple, forcer le public à se tourner vers l'État et à lui réclamer plus de sécurité. Ce que M. Andreotti masquait. Donc, vous voyez la manipulation. Alors, en quoi ces informations que je vous donne sont-elles pertinentes aujourd'hui ? Si ce n'est que cette stratégie type Gladio, aux États-Unis, comme en Europe, n'a pas disparu, bien au contraire. Et ainsi, on a remplacé, sous l'étiquette ennemi de l'Occident, le communiste par l'islamiste. En fait, pour les conjurés de cette stratégie de la terreur, la guerre froide n'a jamais pris fin. Depuis le 11 septembre 2001, elle a été transformée en guerre chaude contre l'islam, tout en s'en servant. Tout en s'en servant. C'est ça que beaucoup dans nos milieux ne comprennent pas parce qu'ils lisent au premier degré. Tout en s'en servant de cette stratégie de la terreur. Autre texte intéressant aussi, autre témoignage, celui en 2011 de Patrick Henningsen, qui relançait l'analyse de Gladio dans son article intitulé, en anglais, « Is Operation Gladio on the rebound in Europe », c'est-à-dire, traduit littéralement, l'opération Gladio est-elle de retour en Europe ? Et il continuait, les lecteurs devraient noter que Gladio était officiellement en activité il y a encore 20 ans seulement, ce qui n'est pas vieux à l'échelle politique et militaire, et il concluait par cette phrase « Gladio 2 est en marche ». On ne peut donc adhérer à sa prévision à la lumière des dernières tragédies en France et en Belgique. Plus près de nous, le 27 mars 2012, l'ex-député européen Richard Cottrell écrivait un article dans End of the Lie, c'est-à-dire la fin du mensonge, intitulé The Belgian Years of Lead Return with a Vengeance. Gladio rides again, ce qui veut dire à peu près les années de plomb belges reviennent de plus belle, Gladio de nouveau opérationnel. Je suis certain, écrivait-il, que le Gladio nouvelle version, qui met en avant l'ennemi intérieur, la menace d'islamistes radicaux, correspond aux objectifs visant à créer une puissance d'État unifiante, autrement dit une dictature.
sous prétexte de mettre les populations à l'abri du danger. On a vu à quel point on était à l'abri. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait un certain personnage. Et il poursuivait, « Israël ne peut être qu'enthousiasmé et heureux à la pensée que l'Occident le rejoint dans sa guerre contre les Palestiniens et contre 1 milliard de personnes à travers le monde musulman. Grâce au 11 septembre, ils ont eu leur guerre. Et depuis, tout n'a été que folie meurtrière gouvernementale. » Oui, je ne suis pas le seul à dénoncer ces cheminements. Et il y a de plus en plus, quand on va sur Internet, de gens à des postes importants du renseignement, notamment du renseignement américain, qui sont parfaitement conscients des crimes d'État de leur gouvernement. Et, à la lumière de ce que je viens de vous rapporter, on comprend parfaitement que certains milieux américains aient réagi, avant même les attentats du 11 septembre, par leur connaissance de ce qu'il y avait de sous-jacent à cette démarche. D'où cette étude que je cite très souvent, parce qu'elle est fondamentale à connaître, cette étude de l'Army School of Advanced Military Studies, publiée le 10 septembre 2001, qui annonçait en première page du Washington Times, le Mossad israélien, sans scrupules cruels et rusés, a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. C'était même fabuleux. Et moins de 24 heures après, avaient lieu les attentats contre les tours de Manhattan. Donc vous voyez des milieux tout de même officiels américains du renseignement de l'armée américaine étaient parfaitement au courant de ce que préparait leur gouvernement allié au Mossad. Vous savez, la petite observation que je fais quand je parle de ce sujet, on n'avait pas retrouvé les boîtes noires des avions, mais on en avait retrouvé les passeports. Et alors, je vais peut-être en surprendre plus d'un, c'est qu'on en arrive même aujourd'hui, d'après certaines études de spécialistes américains, à mettre en doute les images que nous avons vues, que ce seraient des images de synthèse, parce qu'après tout, il y a tout de même une chose qui crève les yeux, et ça sort de plus en plus sur tous les réseaux, je ne dirais pas les réseaux sociaux, mais dans tous les études que l'on peut trouver sur Internet, il y a un certain nombre de questions qui demandent des réponses, et on ne peut pas trouver de réponse autre. Peut-on imaginer des avions du calibre de ces Boeing volant à la vitesse de 700, 800, 900 km, à basse altitude, au milieu tout de même d'un certain nombre de gratte-ciel, pour atteindre les tours, comme ça a été montré à la télévision? C'est une impossibilité technique, disent tous les pilotes d'avion. C'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, si pour nous ça a été une erreur d'optique, c'est qu'on nous a fabriqué l'image. Et voilà comment, non seulement, vous voyez comment, par déduction, par démonstration de la fausseté d'une image ou d'une information, on arrive petit à petit à recadrer les choses telles qu'elles se sont produites. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de films catastrophes américains ou pas, mais peut-être dans des bandes d'annonces avez-vous vu à la télévision certaines choses. Vous voyez des immeubles qui brûlent, des avions qui explosent en vol, etc. Mais ce n'est que fabriqué par les moyens techniques du visuel. Eh bien, on en arrive aujourd'hui à dire carrément il n'y a pas eu d'avion percutant les tours.
C'est tout de même fabuleux. Ce degré de capacité de mensonge en tenant compte de la crédulité du public qui va être persuadé par une image virtuelle. C'est à la fois génial et satanique. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis, rappelez-vous, tout de suite après les attentats du 11 septembre, les commentaires à l'époque d'Ariel Sharon et de Dan Rubinstein, qui était le spécialiste israélien des affaires palestiniennes, déclarant « Maintenant, nous pouvons faire ce que nous n'osions pas encore faire en Palestine. » Les Palestiniens s'en sont vite rendus compte. Et à la suite de ça, je reviens aux déclarations du président de la République italienne, Francesco Cossiga, donc tout de même un personnage non négligeable, président de la République, c'est pas un galopin, tout de même, qui déclarait dans le grand quotidien italien du soir, Il Corriere della Sera, du 30 novembre 2007, les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et le Mossad israélien avec l'aide du monde sioniste américain en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Et c'est ce que l'enquête parlementaire italienne, en 2008, que j'ai cité tout à l'heure, allait constater effectivement à partir des témoignages que je vous ai cités aussi. Et c'est pourquoi, et c'est à tout à leur honneur, que ces milieux américains qui avaient prévu la chose, qui l'ont dénoncé, ont créé ce terme de false flag. Et aussi le terme de un inside job, un travail maison. C'est clair. Il est intéressant de voir que cette stratégie de la terreur sera retrouvée dans tous les attentats. Après celui du 11 septembre 2001, ceux de France des années 90, ceux du 11 mars 2004 à Madrid, rappelez-vous, à la guerre d'Atocha, le carnage que cela a été. Celui du 11 juillet 2005 à Londres, l'assassinat, bon ça c'était plus modeste si on peut dire, l'assassinat de Rafik Hariri au Liban, et jusqu'à ceux d'aujourd'hui avec l'affaire Mera, ceux de Charlie Hebdo, l'hypercachère, le 13 novembre à Paris et le 22 mars à Bruxelles. Or, à chaque fois, quel en a été le principal bénéficiaire? Sinon Israël, par l'image de bouc émissaire donné aux islamistes, pourtant créé par les États-Unis quand même. Que ce soit Al-Qaïda ou dans les années plus proches de nous, l'État islamique, c'est pas Poutine qui les a créés. Hein? Ce sont les Américains. Et on a de quantité de témoignages à ce sujet-là. Par le financement, par l'apport en armes, etc. Donc vous voyez toujours la dualité. Fabriquer un ennemi qui épouvante les populations, tout en l'ayant créé et en s'en servant. C'est d'une duplicité, mais invraisemblable. Donc, à qui ça a servi? Celui du 11 septembre a justifié la guerre en Afghanistan puis en Irak, puis aussi par la suite à la déstabilisation de la Syrie.
sous couvert, bien entendu, d'insurrection démocratique contre la dictature de cet affreux Bachar el-Assad. Ben voyons. Parce que nos démocraties ne sont pas des dictatures, non? Et puis celui de Madrid, à qui ça a servi? Ben, ça a servi à pousser dehors le conservateur José María Aznar, pour mettre à la place qui? Ben, le marane José María Zapatero. Et qui profite le crime. Et alors celui de Londres, curieux aussi. Bon, il a servi à justifier la politique de Blair, en très mauvaise posture, après tout de même la découverte de ses connivences avec les mensonges de George W. Bush. Et chose curieuse aussi, on apprenait, je cite, que Scotland Yard avait prévenu l'ambassade d'Israël avant les explosions. C'est l'Associated Press, citant le Jerusalem Post du 8 juillet 2006, qui rapporte cette information. Est-ce que vous voulez davantage de démonstrations encore pour comprendre comment vous êtes manipulé? Quant à l'attentat qui allait coûter la vie au Premier ministre libanais Rafik Hariri, mais à quoi a-t-il servi? Sinon à provoquer toute cette campagne internationale contre la Syrie, déjà, pour pousser les troupes syriennes hors du Liban, que la Syrie avait pacifié, rappelez-vous. Et pas plutôt l'armée syrienne ayant fait retraite du Liban, l'offensive de l'été 2006 d'Israël contre le Liban. Il y a eu simplement un petit nonos dans la fête. C'est que le Hezbollah libanais avait des capacités de riposte qu'il ne prévoyait absolument pas et qu'Israël a dû se retirer. Et voilà pourquoi il faut rappeler tous ces faits, car comme l'affaire Gladio, ils expliquent ce que nous vivons. Je voudrais citer aussi certains passages d'une déclaration de l'économiste Paul Craig Roberts, qui s'était opposé à la politique sioniste des néoconservateurs de Bush, à la thèse officielle du 9 septembre 2001. Et il dénonçait les contradictions des versions officielles. Pourquoi des kamikazes? Il parle de l'attentat du 11 novembre en France. Pourquoi des kamikazes musulmans se feraient-ils exploser lors d'un attentat sous faux drapeau? Mais il nous faut d'abord savoir si les kamikazes se sont vraiment fait sauter. Est-ce une chose que nous savons ou cela fait partie de l'histoire qui nous est racontée? Lors des attentats du 11 septembre 2001, il nous avait été dit que des passagers des avions de ligne détournés se sont servis de leur téléphone portable pour appeler des parents. J'ai fait allusion d'ailleurs dernièrement. Ben voilà, confirmation de ce que je disais. Or, des experts ont témoigné que la technologie de l'époque ne permettait pas les appels de téléphone cellulaire depuis des avions de ligne à ces altitudes. Il y a profusion de preuves que l'État islamiste est une création des États-Unis. À 150 reprises, le FBI a réussi à tromper des gens pour les impliquer dans des complots terroristes orchestrés. Pourquoi les terroristes attaquent-ils des innocents? Les victimes du 11 septembre 2001 n'étaient ni des néoconservateurs,
ni des membres de l'establishment de Washington, dont la politique au Moyen-Orient justifiait des attentats sur leur personne. Idem pour l'attentat du marathon de Boston. Et idem pour les attentats de Paris. Les attentats terroristes attribués à des musulmans ne visent que des gens ordinaires, pas les élites politiques qui oppriment les musulmans. Pas une seule attaque terroriste contre un néoconservateur, bien que ces derniers soient à l'origine de la violence déchaînée par Washington contre le monde musulman. Quelle crédibilité alors ? Alors que le président français lui-même, qui a envoyé des forces militaires, était dans le stade attaqué et aurait pu être aisément éliminé par un kamikaze. Voulez-vous me dire pourquoi ce kamikaze s'est fait exploser à l'extérieur du stade, alors qu'il aurait pu rentrer avec un billet comme tout un chacun dans le stade, s'approcher de l'endroit où se trouvait M. Hollande et se faire exploser glorieusement avec ? Faut savoir ce qu'on cherche, quel est le but recherché quand même. Non. On compte sur le choc émotionnel pour que les gens ne réfléchissent pas. Et Paul Craig Roberts continue. Est-il réaliste de penser que les millions de réfugiés des guerres de Washington et de ses vassaux européens au Moyen-Orient aient des passeports ? Ces millions de réfugiés s'attendaient-ils vraiment à être poussés hors de leur pays et donc s'étaient fait établir des passeports pour fuir ? Et leur patrie aurait été capable de traiter tous ces millions de passeports en pleine violence militaire ? Mettez-vous en situation. Vous êtes syrien, vous êtes dans une ville qui commence à être attaquée par l'État islamique, contre-attaque des forces gouvernementales, vous avez peur pour votre vie, vous voulez vous enfuir, et vous pensez que vous allez avoir un passeport comme ça ? Essayez de me mettre dans le contexte. Ça n'est pas possible. Et Paul Craig Roberts le fait très justement remarquer. Et quel genre de média occidental accepte ces histoires de passeport, dit-il ? Un média bien payé pour mentir et maintenir ainsi l'hégémonie et les crimes de Washington. C'est un Américain qui écrit ça. Et cette remarque encore. Où sont les photographies des terroristes à l'œuvre ? Alors qu'il y avait autour des scènes de violence une profusion de caméras de sécurité, mais aussi des centaines, voire des milliers de gens avec des téléphones pouvant prendre des photos et des vidéos. Avec toutes ces photos, comment est-il possible que les autorités ne sachent pas si les terroristes se sont échappés, et si oui, qui ils sont ? Pourquoi les autorités se font-elles sur de faux passeports pour afficher les photos des terroristes ? Et c'est imparable, son analyse. Et il concluait, le terrorisme a été lâché dans le monde, c'est le terrorisme des régimes occidentaux contre leur peuple. Telle est l'analyse implacable des mensonges des Bush, Blair, Obama, Sarkozy, Valls, Cazeneuve, Hollande, pions du mondialisme. Elle rejoint celle faite à propos de l'opération Gladio, car ceux qui tirent les ficelles sont les mêmes. On pourrait ajouter à ces questions sur la thèse officielle du 13 novembre celle-ci. Pourquoi le GIGN et autres groupes d'intervention ont-ils mis pratiquement 3 heures avant d'intervenir ? Par manque d'ordre ?
Mais alors, cela voudrait-il dire que l'on a voulu sciemment qu'il y ait le maximum de victimes pour créer l'effet d'indignation maximum? Ou bien on est dirigé par des incapables? Au choix. Et que penser de ce témoignage d'un des chanteurs du groupe Eagle of Death Metal, Jess Hughes, mettant en cause les autorités françaises? Sur Fox Business, il avait déclaré, je cite, « avoir été frappé du comportement d'un des agents chargés de la surveillance. Je suis passé devant le mec, qui était censé être l'agent de sécurité surveillant les coulisses, il ne m'a même pas regardé. J'ai finalement découvert que 6 agents ne se sont jamais pointés. » Et il concluait par cette accusation, « Il semble assez évident que ces hommes avaient une raison de ne pas venir. » Cela ne rappelle-t-il pas certaines absences d'un certain public dans les tours lues au moment du 11 septembre 2001 ? Donc, de ces observations, il y a tout de même un certain nombre de conclusions à en tirer. On n'est pas sûr de l'identité des kamikazes qui ne nous est livrée qu'au travers des passeports trouvés, comme lors des attentats du 11 septembre, ou si vous préférez, la carte d'identité lors de la cavale des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Non mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. D'une part, on voit dans l'attaque de Charlie Hebdo des gens froids, déterminés, cagoulés, contrairement à ce qu'a dit Cazeneuve, puisqu'il nous a dit que grâce aux photos, on les avait reconnus. Est-ce que vous croyez qu'un terroriste qui va commettre un coup, un attentat, se promène avec des pièces d'identité? Quand même. Même fausse. Quand même. Deuxièmement, à nouveau, comme certaines citations l'ont lourdement souligné, que je fais tout aussi lourdement, ce sont toujours des innocents qui sont visés. Ça n'a pas été M. Hollande, ça n'a pas été M. Valls, ça n'a pas été M. Cazeneuve, ou tout autre énarque de ceux qui nous gouvernent. Non, des innocents. Ceux du Bataclan, ils ont peut-être péché par là où ils ont péché. C'est-à-dire aller voir un spectacle satanique. Ça, c'est leur problème. Mais en fait, tout de même, c'était des victimes innocentes par rapport à une certaine politique menée. Et toujours cette histoire d'impossibilité matérielle à propos des passeports dont sont munis tous ces migrants. C'est pas possible. Et l'argent avec lequel ils arrivent ici, parce qu'il faut payer les passeurs, qui donne l'argent? J'en ai déjà parlé, on sait très bien qu'il y a des organisations internationales, je m'excuse de la liaison dangereuse, qui justement subventionnent ces passages. C'est une véritable volonté d'invasion, de déstabilisation de notre monde occidental par l'Amérique sioniste et Israël.
Et puis, au fur et à mesure que les choses se décantent, on voit apparaître certaines informations curieuses qui font dire tiens, 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 comme c'est curieux. Dans cette nouvelle, à propos des attentats à Bruxelles, c'est Wikistrike qui a rendu cette information le 26 mars 2016, je cite, selon lequel c'est un Israélien, Yaakov Yeret, que l'on doit la vidéo de l'aéroport de Bruxelles, mais aussi celle du carnage du Bataclan. Ah, mais c'est curieux ça. Quelle omniprésence. Comment se fait-il? Mais vraiment, quel hasard, quel flair de se trouver au moment deux événements pareils. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fiche, mais vraiment de nous, comme si on était le dernier des derniers des derniers des primaires. Et pourtant ça marche. Et pourtant ça marche. Que faisait-il opportunément dans ces deux lieux? Et petit détail, ou cerise sur le gâteau si vous voulez, ce complément d'information de Wikistrike indiquant qu'il fait partie de United Hatzalah, une structure dépendant du Mossad. Alors, ou bien Wikistrike raconte des histoires, mais si Wikistrike raconte des histoires, pourquoi n'y a-t-il pas de démenti? Ou de poursuite, tout simplement. Mensonge. Vous insultez Israël, vous insultez les autorités françaises, etc., etc. Ça existe même des procès. Hein? Pourquoi n'y a-t-il pas de démenti? S'il n'y a pas de démenti, c'est que c'est vrai. Autre chose, qui m'a sauté aux yeux, je ne sais pas si vous avez regardé les informations avant et après, parce qu'on l'a repassé souvent, ça a été repassé en boucle très souvent, la séquence où on voit les forces spéciales belges intervenir pour l'arrestation d'Abdeslam. Avez-vous vu ça? Si vous avez vu, je vous poserai la question. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris? Moi, oui, bien sûr. C'est que ce type avec son visage partout à la télévision, et quand ils l'ont fait sortir, ils ont protégé son... Bon, c'est un élément, mais c'est pas simplement ça. Moi, ce qui m'a frappé, je suis d'accord avec vous, cet élément, je l'ai retenu aussi, mais un autre élément qui est encore plus bizarre. C'est que les médias étaient arrivés avant la police. Hein? C'est que les médias étaient arrivés avant la Non, police. non, non. C'est qu'on voit débarquer ces troupes spéciales et dans la rue, et dans le même temps, on voit des voitures qui passent. Ah oui. Bon, vous prévoyez une intervention pour coincer un terroriste quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous bouclez le quartier, ou tout au moins les rues avoisinantes. Premièrement, pour empêcher qu'il y ait des victimes civiles, et deuxièmement, pour empêcher la fuite du terroriste éventuel qu'on vient rechercher. Bien non, les voitures continuent à passer. C'est même curieux, ça, non? Alors, là encore, comme nos forces spéciales à nous, ou bien les forces belges sont des ignares, ou bien c'est du cinéma, encore une fois. Vous voyez pourquoi il ne faut jamais réagir à chaud. Il faut... On enregistre tout ce qui vient. On enregistre, on accumule. Et puis on analyse si c'est compatible, si ça colle, si c'est une possibilité ou non. Mais on ne va pas du premier coup à s'indigner, etc.
Et s'indigner, moi je veux bien. Reste à savoir contre qui. Contre qui? Et puis, autre chose curieuse aussi. Connaissez-vous le parcours de l'avocat de Salah Abdel Salam? Travailler pour le musée juif de Bruxelles. C'est pas... Eh bien, c'est le quotidien bruxellois, le soir, qui le révèle. Alors, c'est à partir d'une déclaration de cet avocat en question, Maître Marie, qui déclare « Je ne me demande pas leur carte de parti à ceux qui viennent me trouver, mais je ne défendrai pas ceux qui professent le négationnisme ou ceux qui sont d'extrême droite, et d'expliquer « Mon oncle a été conservateur au musée de la déportation, où j'ai passé beaucoup de temps, lorsque j'étais jeune, à comprendre la douleur d'il y a 65 ans. » Ah bon? D'accord, admettons, oui, ouais, pourquoi pas. Mais par contre, défendre un supposé présumé islamiste pur et dur, cela ne le dérange pas. Là encore, cherchez l'erreur. Et un truc comme ça, à nouveau, l'ombre d'Israël qui plane sur tous ces événements. Quant au père de Tony Marie, je crois que c'est Sam Marie, il était diplômé de l'Université libre de Bruxelles, version flamande. Or, cette université dite libre de Bruxelles est une université nommément maçonnique. Et ça, je le sais, parce que j'en ai fait partie. Eh oui, j'en ai fait partie, sans savoir ce que c'était, parce que suite à mes travaux sur la microchirurgie appliquée en neurochirurgie, j'avais été invité, comme professeur invité, à cette université. Et j'ai vite compris ce que c'était. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Donc, le père, diplômé de l'Université libre de Bruxelles, membre du Cercle gaulois et du Rotary, franc-maçon depuis 1982 de la loge de Geuzen d'Anvers, et par ailleurs au cadre de différents organismes économiques mondialistes belges. Et voilà quels sont les, directement et indirectement, les défenseurs du terroriste Abdeslam. Vous trouvez pas ça intéressant, non? Ah, c'est vraiment... Et alors, je voudrais pour terminer reprendre cette analyse de Peter Koenig, qui est un économiste et un analyste géopolitique, sur l'excellent site Global Research. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller dessus. Il y a beaucoup de choses, justement, notamment sur la mondialisation et les problèmes américains. Parce qu'en fait, elle rejoint ma question constante. Les attentats de Bruxelles, qui est derrière une autre false flag? C'est lui qui pose la question, bon, c'est ce que je pose moi aussi. Et il ironisait. On va encore nous sortir des passeports ou des cartes d'identité, que l'on aurait trouvé tout cela pour justifier en Europe plus d'États policiers. La peur est le nom de ce jeu. La peur est le nom de ce jeu. Les populations en transe, sous le choc, vont abandonner leur reste de liberté, suppliant qu'on les protège.
Est-ce que l'humanité a besoin de bains de sang pour s'éveiller avant que la vérité leur apparaisse, que les policiers comme les militaires commencent à comprendre qu'ils sont utilisés au profit de manipulateurs dans leur soif obscène de puissance et de pouvoir? C'est pas moi qui le dis. Paul Peter Koenig, dans Global Research, site américain, canado-américain d'ailleurs. Donc vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir quelques doutes. Les élites américaines et canadiennes se posent eux aussi les mêmes questions que nous et critiquent comme nous l'establishment qui gouverne le monde. Par ces quelques phrases que je viens de citer, Peter Koenig disait tout à propos de ce complot mondialiste, américano-sioniste. Et on a eu encore des preuves tout dernièrement dans le quotidien britannique, le Daily Star, sur l'implication des services secrets occidentaux dans le soutien logistique de l'État islamique. Mais rappelez-vous, là aussi c'est une chose que j'ai citée à plusieurs reprises, mais il faut toujours revenir aux citations significatives. N'est-ce pas ce que le néoconservateur Michael Lydon avait annoncé en 2003, prônant le chaos et l'anarchie pour imposer le nouvel ordre mondial? Et quand il disait « La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment déstabiliser ?» C'était dans son livre « The War Against the Terror Masters », la guerre contre les maîtres de la terreur. Le problème, c'est que les maîtres de la terreur, ce ne sont pas ceux qui l'accusaient, c'est-à-dire Bachar el-Assad, etc., mais eux, Américains, qui mettent le feu aux poudres aux quatre coins du monde. Et je reviens encore là-dessus, comme je l'ai cité tout à l'heure, n'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui avait été décrit à propos de l'opération Gladio, révélée par l'ancien terroriste italien Vincenzo Vinciguerra, quand il disait « Nous devons cibler dans nos explosions les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ce pour que les citoyens aient recours à l'État, à la recherche de sécurité et de protection. » Et rappelez-vous, je ne vais pas la reciter encore, la conclusion de cette enquête de l'Army School of Advanced Military Studies juste avant le 11 septembre. Donc, il y a, de par le monde, un certain nombre d'élites qui comprennent très bien qui manipule les événements, qui le dénoncent. Malheureusement, ce ne sont pas les grands médias, comme vous le savez, et malheureusement aussi, ce n'est même pas dans notre presse dite nationale que l'on trouve ces choses-là. On préfère encenser du Le Pen ou du Lesquin. Comme c'est curieux. Je voudrais revenir à quelques petites informations que l'on nous déverse ces derniers temps, notamment cette petite phrase de Manuel Valls assurant qu'il faudra des années pour régler le problème du terrorisme. Mais le problème, quand on sait qui se trouve derrière cette politique de terreur, mais ils en ont besoin pour imposer leur dictature. Ils en ont besoin. Donc, à moins qu'on les mette à la porte ou qu'on les pende haut et court, cette politique va durer. Petite observation.
S'il voulait réellement combattre ces islamistes si dangereux, comment se fait-il qu'il ne coupe pas les pompes aspirantes de l'immigration arabo-musulmane, porteuse tout de même de ce genre d'individus? Eh bien non, on en fait venir, et encore, et toujours plus, sous le prétexte larmoyant d'aider ces malheureux qui que quoi. C'est de la manipulation à l'état pur. Autre petite observation. Vous avez entendu parler de la libération de la ville archéologique de Palmyre par l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Avez-vous remarqué l'absence de réaction, enfin d'enthousiasme des médias? Parce qu'après tout, cette victoire de l'armée syrienne contre des terroristes dont à une certaine époque on nous montrait comment ils décapitaient sauvagement un certain nombre. Et c'est toujours la même chose. D'un côté on vous fait pleurer contre les crimes de cet islam qu'ils ont fabriqué, et d'un autre côté ils continuent à les aider, et quand cet islam fanatique qu'ils ont par ailleurs dénoncé attrape la raclée par l'armée de Bachar el-Assad, fait profil bas parce que c'était pas ce qu'ils souhaitaient. Mais c'est fabuleux au point de vue manipulation, mais c'est tellement criard, il faut vraiment toute la bêtise des peuples abêtis à longueur d'année, de la naissance jusqu'à la mort par les médias, l'éducation dite nationale, etc., pour ne pas comprendre comment ils sont manipulés, quand même. Et curieusement, vous n'avez pas trouvé que c'était curieux comme coïncidence? La libération de Palmyre, et probablement de Raqqa d'ailleurs dans les jours qui ont suivi, et bientôt je pense Alep, et on nous sortait quoi aux informations? Oh, l'information du siècle. Les Panama Papers. Ah, Panama Papers. Oh. Ah, mais quel travail extraordinaire de pouvoir dénoncer tous les pourris de la terre. Mais de qui parlait-on d'abord? Mais on parlait de Poutine et on parlait du Front National. Alors, je ne sais pas si vous avez observé, dans la liste, on ne voyait émerger aucune structure ni aucun individu américain. Mais vraiment, ce monde américain est d'une honnêteté, mais incroyable. Mais quel exemple! Mais alors, comme en toute chose, il y a des, il y a des dommages collatéraux. Ce malheureux David Cameron, qui se fait épingler. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu, ça. On n'avait pas pensé à ça. Mais les meilleures combinaisons, surtout quand elles sont fausses, donc Cameron est mouillé. Lui, l'apôtre de l'Europe communautaire pour l'Angleterre. Très intéressant tout ça. Donc vous voyez, rien n'est jamais terminé dans l'histoire. Il faut savoir l'analyser. On a, quoi qu'en disent certains, dont je parle très souvent, certainement trop souvent à leur gré d'ailleurs, genre Hillard et compagnie, on a la chance d'avoir un Poutine. Parce que c'est lui, rappelez-vous ma conférence, il doit y avoir 1 an maintenant à peu près, la conférence sur Poutine, le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Sans Poutine, Bachar el-Assad n'aurait pas pu renverser la situation. Donc on serait en plein chaos au Moyen-Orient, encore un peu plus qu'aujourd'hui, et ça aurait continué, et ça se serait étendu jusqu'à nous. Et ça va venir, rassurez-vous, si on peut dire, ça va venir. Pourquoi?
Parce que ces islamistes qui sont chassés de Syrie et d'Irak, parce qu'il y a l'Irak aussi qui réagit, on les retrouve maintenant en Libye. Libye, la Tunisie, l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez remarqué les accords, tout dernièrement, du gouvernement algérien avec la Russie au point de vue armement. Donc, quoi qu'on puisse dire sur le gouvernement algérien, les Algériens sont parfaitement conscients qu'ils vont être les prochains clients. Et vous voyez, rien n'est jamais figé dans le monde. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui parce qu'on a des ennemis communs. Donc, si je devais faire un résumé de ce que je vous ai dit, c'est que la vérité occultée au peuple victime du terrorisme est que le mondialisme messianique porté par les États-Unis a besoin du terrorisme qu'il fabrique pour accomplir ses desseins. Il y a dans tout cela une seule chose tangible. Ce sont les morts. Merci de votre attention. Question ? Juste une question. Est-ce que l'affaire des migrants a un rapport avec le plan Koudenov-Kalergi ? Mais tout s'enchaîne. Votre question est tout à fait pertinente. Tout s'enchaîne. Kalergi était un mondialiste, avant même qu'on ne commence à parler de mondialisme. Tout ça va par étapes. C'est ça qui est de stupéfiant, disons, quand on observe le déroulement des événements depuis, à la limite, je dirais depuis la Révolution française au moins. Puisque pour moi, tout commence là. C'est là que vient qu'apparaît cette rupture dans la société et qu'apparaît cette utopie de la République universelle. Le mondialisme, c'est quoi ? C'est la République universelle qu'annonçaient les conjurés de la Révolution dite française. Donc, d'étape en étape, pour que ce ne soit pas trop flagrant, puis bon, parce qu'à certaines périodes, c'était pas le moment, parce qu'il y avait certaines réactions, etc. Mais ils vont, et alors c'est ça qui est tout de même très curieux. Et je l'avais dit, je crois, lors d'une toute dernière conférence, pour qu'il y ait un plan aussi suivi, méticuleusement établi et accompli, de génération en génération, il faut une intelligence surhumaine. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que l'être humain, de par ses agissements, est inconstant. Mais là, cette volonté du mal accomplie de génération en génération, il y a autre chose derrière. Alors, à vous de conclure. Donc, allergie, je trouve votre question tout à fait appropriée. Ça en fait partie. C'était une partie du plan, une étape. D'autres questions? Oui. Simplement pour préciser qu'à Bologne, il y a eu environ, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais environ à la gare, donc à l'attentat de la gare, environ une centaine de morts aussi, c'est tout à fait semblable à ce qui s'est passé à Bruxelles. Et alors à l'époque, on pouvait naïvement penser que c'était des soviétiques qui derrière ça, mais comme on voit qu'aujourd'hui ça se reproduit exactement dans des détails. Et de toute façon, les soviétiques à l'époque c'était qui? Les soviétiques à l'époque c'était qui? Oui, voilà, oui, non mais... Exactement. Et aujourd'hui, ça passe inaperçu pour beaucoup de personnes. Et Kissinger devait être entendu par la justice italienne. Les gens ont compris encore. Oui. Comme il ne s'est jamais présenté, donc aujourd'hui encore, il ne peut pas se rendre en Italie. Non, mais j'avoue que cette réaction italienne est assez extraordinaire. Et là, quand j'ai pris connaissance, il y a déjà quelques années, de ces documents, j'avoue que j'étais assez sidéré du courage que les Italiens ont eu. Et alors, c'est très curieux, cette analyse, comme quoi, sous prétexte de combat contre le communisme en italien, on utilisait des gens de droite et d'extrême droite, ça, j'avoue que c'est perturbant. C'est fort. Oui. À propos des vagues de bombardements successifs sur l'Allemagne pour
exterminer tuer les... Oui, quand des secours arrivaient, etc. J'ai entendu dire que... parlez plus haut. Parce qu'on, vous savez pourquoi? Parce qu'on nous reproche souvent qu'on n'entend pas bien les questions. Donc, à propos de la question de ces bombardements successifs des Alliés pour même empêcher que les secours puissent... j'ai entendu dire que c'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas assez de carburant. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément ils n'avaient pas assez de carburant pour revenir plusieurs fois. Mais oui, mais oui. Et qu'est-ce qui est vraiment... Plus en 44. Il y a une preuve déjà... De toute façon, quand on sait les premiers dégâts qui ont eu lieu, par exemple sur la ville de Dresde, ils n'avaient même pas besoin d'y revenir. En plus de ça, la ville de Dresde était une ville refuge. Elle n'était pas défendue. La ville de Dresde n'était pas défendue. C'était une ville refuge. C'était plusieurs vagues. Plusieurs vagues, il y a eu 3 vagues. Il y a eu 3 vagues. Qui allait se faire un tour. Non, je veux dire, la... Pardon? Excusez-moi, les normes civiles, en gros, le nombre de civils massacrés. Ah mais c'était invraisemblable. Plus qu'à Hiroshima. Plus qu'à Hiroshima. Et c'était partout comme ça. C'est un nom plus illustre que toute l'Allemagne qui était un pays magnifique. Et puis Dresde était une perle d'architecture. C'était la Venise du Nord. C'était... Non, mais c'est... Les anglo-saxons sont des barbares. J'aurais dit... Je dis souvent en aparté que Christophe Colomb n'aurait mieux fait de ne jamais exister. Oui. Après tout, je regarde beaucoup, mais les États-Unis, c'est quoi? Hein, comme l'Australie. Un ramassis de repris de justice, etc. On voit le résultat. Et le génocide des peaux rouges. Évidemment, évidemment, vous savez. Évidemment, bien sûr. Je voulais vous dire, ce qui aurait dû nous attirer l'attention pour le Panama Papers, c'est que notre cher président était quelques jours auparavant en soi-disant conférence de je ne sais trop quoi à New York. Donc ils ont préparé sans doute... Bien entendu. Non, mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux dès le début, c'est de voir que les 2 noms qui apparaissaient dès le début, c'était le nom de Poutine, ou l'entourage de Poutine, et le Front National. Hein, parce que les autres noms sont des innocents. Des innocents. On retrouve aussi Patrick Balkany. Oui, Balkany, oui, mais ça, il faut donner un petit peu de grain à moudre aussi. Mais il est tellement cuit que ça changeait plus grand-chose au problème. Il est tellement cuit que... Le pauvre. Non, mais c'est fabuleux. Balkany, oui. Un bon Gaulois à tête ronde, celui-là encore. Petite comparaison, déduction. Parlez plus fort. Oui. Au sujet des droits de l'homme, est-ce que des gens se sont posé les questions, ce qui se dissimulait derrière ce terme droit de l'homme? Quand on entend, là, il y a 2 ou 3 mois, le sieur Attali, que j'appelle Attila. Ne dites pas du mal d'autres. Moi j'aime bien Attila. Je le préfère. En disant que... Moins dangereux. En disant que les non-juifs n'étaient pas humains. Mais c'est connu ça, mon cher. C'est connu. Ça fait partie des citations que l'on a. Se cache derrière. Mais bien entendu, vous avez besoin d'un dessin, non? C'est le Talmud. Je vous fais un croquis? Un croquis? Mais il y a très peu de gens qui font une analyse là-dessus. Très peu de gens. Mais parce que les gens ne veulent pas voir. Ils ont peur de voir parce que ça les obligerait à se bouger le cul. Voilà. Et on les abrutit. M'excuse du terme, mais c'est ça. Ah ouais. C'est infernal. Hein. Et les massacres de civils chassés de Poméranie. Ah ben c'est évident. Les déplacements de population allemande au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est faramineux. Et la façon dont les prisonniers de guerre allemands ont été traités. Ça a été des mouroirs. Je sais. Ah oui, mais la conscience universelle n'est que d'un seul côté. Hein. Vous le savez, non? Plus que jamais. On a l'impression quand même que la politique allemande n'est pas du tout... disons, est très en phase avec la politique américaine. Très ambigu. Très ambigu pour une raison économique. C'est que les Allemands se rendent parfaitement compte qu'ils auront tôt ou tard besoin de la Russie au point de vue échange commercial.
et que, bon, d'un autre côté, ils sont tout de même très sous la coupe des Américains, ne serait-ce que par leur culpabilisation. Non, mais ils se l'auto-entretiennent. Qu'ils s'auto-entretiennent. Ah ben c'était bien, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est le même processus avec les Japonais. Je comprends pas. Moi je les comprends pas, ni les uns ni les autres. Comment peuvent-ils être sous la coupe justement de cette culpabilisation alors qu'ils ont été les agressés quand même? Que ce soit dans le cas de l'Allemagne ou que ce soit dans le cas du Japon, l'agresseur ça a été l'Américain. L'Allemagne c'est quoi? Rappelez-vous le texte que je sers souvent, qui est dans mon bouquin Le complot mondialiste. Rappelez-vous, en première page du Daily Express, Judea declares war on Germany. Hein, c'est pas le contraire, c'est pas l'Allemagne qui déclare la guerre. Judea declares war on Germany. Hein? Et l'affaire de Pearl Harbor, c'est quoi? C'est parce que Roosevelt a voulu imposer un blocus économique pour casser la machine industrielle japonaise qui concurrençait l'industrie américaine. Donc, et l'Allemagne et le Japon sont des victimes de la politique américaine, tout simplement. Mais quand vous parlez, quand vous parlez des Américains, vous savez, je pense qu'ils ont un gros lobby qui s'appelle l'AIPAC. Ah oui, oui, un peu, oui. Justement, à doute, si je puis dire, les candidats qui souhaitent faire carrière en politique, comme nous, on a le Bilderberg qui sélectionne un petit peu chez nous qui sera peut-être un futur président ou un Premier ministre, j'ai envie de dire, français. Donc aujourd'hui, on voit bien que si on analyse les États-Unis, les États-Unis sont ni plus ni moins qu'un bras armé de l'entité sioniste. Mais mon cher ami, vous reprenez les termes que j'utilise régulièrement. L'Amérique, bras armé du sionisme. Mais d'ailleurs, ils le disent, les IPAC qui sont à l'origine d'ailleurs de la campagne en Libye contre l'Irak. Mais bien entendu, mais c'est évident, mais bien sûr. Mais c'est ça qu'il y a de fantastique, c'est qu'ils sont tellement sûrs dans la victoire qu'ils annoncent les choses clairement. Et d'ailleurs, certains me disent naïvement, mais pourquoi parlez-vous de complot puisque c'est tellement officiel? Oui, n'empêche qu'au départ, c'est un complot. Pour revenir, en fait, il y avait une interview. Plus haut. C'est pas pour moi, je vous entends, mais. En 2014, l'été 2014, il y avait une interview de Netanyahou où il expliquait qu'il allait y avoir des attentats en Europe. Il était sûr de lui. Mais bien entendu, il y avait d'ailleurs, oui, en 2014, je crois que c'est la même citation, dans laquelle il menaçait la France, que si la France ne menait pas la guerre contre le terrorisme. Mais on retombe toujours dans ce double visage. D'une part, on est censé combattre le terrorisme islamique et dans le même temps, il l'utilise. Ça, c'est diabolique, cette histoire-là. Votre avis sur M. Trump? J'attendais la question, justement, à la suite de l'allusion à l'IPAC. Est-ce qu'il ne joue pas double jeu? Mais c'est évident. C'est évident. Il vient d'être reçu par l'IPAC, dans lequel il a dit que de toute façon, il n'était pas question de toucher à Israël, que c'était l'allié primordial des Américains, etc. Hein? Est-ce qu'il le pensait vraiment? Entre autres petits détails, c'est que sa fille s'est mariée à un richissime juif. Vous me direz, c'est la fille, c'est pas le père. Oui, mais enfin, quand même. Et puis ce bonhomme, c'est une caricature. Certes, il sort des choses qui font plaisir aux foules, mais est-ce qu'un certain Le Pen ne sortait pas aussi des choses qui font plaisir aux foules et qui n'a jamais voulu arriver au pouvoir? Et il a dit éventuellement qu'il ferait des révélations sur le 11 septembre. Trump? Oui, on les attend. On n'a pas besoin de lui pour ça. Hein. Oui, non, mais je me pose. Bon, attendons. Bon, peut-être qu'on se trompe. On médit peut-être ce malheureux. J'y crois pas. J'y crois pas. Oui. Alors, ou bien, effectivement, ou bien il est de bonne foi, il lui arrivera ce qui est arrivé à Kennedy. Oui. Ou bien, non, mais rappelez-vous ce que je disais, je crois que c'était dans notre dernier entretien, le mois dernier, dans lequel je disais que, en fait, l'intérêt de l'affaire Trump, c'était pas Trump lui-même, c'était la réaction que cela montrait de la base des citoyens américains. C'est ça qui est intéressant. Simplement, ils vont être cocus une fois de plus. Comme les Français. Pour les mêmes raisons. Je
Je vais compléter un petit peu ce que vous disiez sur les films catastrophes hollywoodiens. Vous avez un film qui s'appelle Au revoir et à jamais, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais dans ce film, il est justement question d'une attaque sur le World Trade Center par des musulmans pour les simuler avec évidemment les services secrets, etc., pour faire porter le chapeau d'une politique qui sera faite au Moyen-Orient. C'est déjà annoncé en 1996, dans ce film avec Gina Davis d'ailleurs. D'ailleurs, on parle même un peu de contrôle mental dedans d'ailleurs. Et vous avez un autre film qui n'est pas inintéressant et je trouve qui est assez prémonitoire, c'est Absolute 2022 avec Ray Liotta, qui est un prisonnier militaire dans une prison sur une île et qui est en prison, écoutez bien ce que je vais dire, qui est en prison sur cette île parce qu'il a participé à la campagne de Benghazi en 2011 et qu'ils ont incendié des villages en Libye et ils ont tué des innocents. Et ce film a été fait en 2002. Il parle de campagne de Benghazi, c'est lui qui le dit, hein, campagne de Benghazi en 2011. Je trouve que c'est assez... Hollywood, là, derrière. Hollywood, ah ben c'est évident. Qui tient Hollywood? C'est tout. Bon, alors je voudrais tout de même, pour compléter ça, à moins que vous n'ayez encore d'autres questions, vous attirer l'attention. Bon, c'est très bien que vous veniez. Merci. Mais je voudrais que, premièrement, vous ayez des documents en main. Et tous les livres qui sont là ont été faits pour que vous ayez des documents en main de façon à pouvoir répondre. Quand vous discutez avec des gens qui vous disent « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Ben si, la preuve. Texte de l'ennemi. Vous savez comment je travaille. Texte de l'ennemi. Mais pas seulement que vous ayez ces livres. Et je répète, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, je ne touche rien sur mes propres livres. Tout est pour l'action de la société pour pouvoir rééditer d'autres livres. Donc c'est la boule de neige. Je voudrais aussi que vous voyez qui dans votre entourage vous pouvez essayer de travailler, de convaincre. Et vous ne pouvez le faire, encore une fois, qu'en leur mettant un livre sous le nez avec les références de ces livres. Si vous voulez que les choses changent, comment est-ce que la Révolution dite française a été possible? Par le travail acharné des loges, qui faisaient quoi? Non seulement ils faisaient des petites réunions publiques, j'en parlerai peut-être. Ah oui, si on a le temps, j'en parlerai peut-être. Mais qui distribuaient énormément de petites brochures contre la monarchie et contre l'Église. C'est donc par le papier qu'ils ont perverti les intelligences. Nous avons à faire en sens contraire le même travail. Et si je me suis astreint à ce travail de livre sur des sujets qui se rejoignent les uns les autres par cette façon, à ce qui est un panorama complet de la contre-attaque intellectuelle. Donc, pour la transmission, c'est à vous. Moi, je fais mon travail. À vous de continuer. Voilà. Vous avez des amis, il y a des anniversaires, il y a des naissances, il y a je sais pas quoi, moi. Transmettez, transmettez, transmettez. C'est quand même très dur d'arriver à convaincre les gens. Non, ça, c'est une constatation. Je vous garantis que par les temps qui courent, et ça je le vois par les réactions par Internet ou par du courrier papier, les gens qui réagissent sont des gens qui n'étaient pas encore politisés. La grande majorité aujourd'hui. Ce sont des gens qui se rendent compte qu'il y a un problème, qui vont sur Internet, qui par hasard tombent sur notre site, qui voient la liste de livres et qui commandent des livres. Enfin, c'est très tardif. Je regrette beaucoup, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas aller plus vite que la musique. C'est facile, les gens sont intéressés. C'est pas si tardif que ça, cher monsieur, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez une certaine Najat Vallaud-Belkacem qui court dans les écoles pour expliquer que ce qu'on lit sur Internet est complètement faux. Mais bien entendu, la trouille qu'ils ont d'Internet, c'est révélateur. Donc ça veut bien dire que la traînée de poudre, elle est en train de faire son tour. Oui, tout à fait. Exactement. Le complot les inhibe. Non, ça, ils ont une peur de ce qui... Parce que quand on voit tout de même ce qu'on arrive à trouver sur Internet, ce que je vous ai cité là, je l'ai trouvé où? Sur Internet. Tout un chacun peut trouver ça, en tirer les conclusions. Quand vous mettez telle information avec telle information et telle information, ben, si vous n'avez pas encore compris à quelle sauce on veut vous manger... C'est clair. Mais le ridicule dans tout ça, c'est que Najat Vallaud-Belkacem et ses amis du Parti Socialiste vous expliquent que
qu'il ne faut pas croire à la théorie du complot, alors que c'est les mêmes. C'est amusant, c'est les mêmes. Par exemple, vous avez Le Figaro, le JDD, le Parisien, toute la presse officielle qui titrait par exemple Juppé au Bilderberg reçu par les 140 maîtres du monde. C'est les mêmes qui vous expliquent ça en huis clos. Ils vous expliquent qu'il y a des choses qui se font en huis clos par des maîtres du monde, et après ils vous expliquent qu'il n'y a pas de théorie du complot. Ils sont devenus fous, ils ont les fils qui se touchent. La majorité de la population en France ne sait pas ce que c'est que le Bilderberg. Ah oui, il y en a une partie. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer. Oui. Les plus durs à convaincre, c'est les gens de notre camp, hein, parce qu'ils ont vraiment du mal. Ah, mais c'est évident. Mais Qui distribue les présents, ils ont vraiment du mal quand même. Ils me disent, ouais, c'est l'identité. Mais évidemment, mais c'est pour ça, à la limite, c'est ça qui est dramatique. Je me bats plus depuis ces dernières années contre nos milieux que contre l'ennemi commun, c'est tout de même invraisemblable. Mais je me bats contre nos milieux, parce qu'ils ne font rien contre nos ennemis avérés. Ils ne désignent jamais en plus. Hein. Je vais vous citer alors la dernière perle que l'on m'a transmise, citation du citoyen Henri Dolesquin. C'est tout dernièrement à Radio Courtoisie, où il dit, je vous cite de mémoire, de toute façon vous le trouverez dans le prochain numéro de La Politique, il dit à peu près ceci. « Je ne suis pas toujours partisan de la révolution. Je ne suis pas toujours partisan de la révolution. » Vous avez bien intériorisé. Vous avez bien pesé. Mais je dois dire que la Révolution a fait une excellente chose en abolissant les corporations. Parce que ça a cassé les syndicats. Alors, premièrement, je ne vais pas dire de gros mots, sinon il va encore me poursuivre. Mais il n'a pas compris la différence entre les corporations et les syndicats. C'est un analphabète. Ou alors il le fait exprès. Donc voilà. Mais c'est lui qui est invité comme invité d'honneur avec Le Pen au banquet de Rivarol qui se déroule actuellement. Non, mais c'est fabuleux. Pesez bien ces paroles. Je ne suis pas toujours... etc. etc. Que voulez-vous faire ? C'est le même Henri Dolesquin d'ailleurs qui a dit dans une des émissions de Radio Courtoisie, d'ailleurs, dans son livre journal, où il a dit que la BRI, la Banque de règlements internationaux... La quoi ? La BRI, oui. La banque qui chapeaute toutes les banques centrales, c'était juste un gros organisme bureaucratique qui ne servait à rien. Quoi. Alors que c'est là où se décide, c'est là où se décide toute la politique financière du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit ? La Banque des règlements internationaux. C'était un gros organisme bureaucratique qui ne servait à rien. Non, mais il couvre de sa morgue pseudo-aristocratique son ignorance crasse de l'histoire ou sa vision tordue de l'histoire. Mais il est horrible, il supporte plus. Et en plus, il est raciste. Et en plus de ça, il est raciste, mais c'est invraisemblable. Il est raciste. Je ne sais pas si vous avez vu, il a été interviewé par un groupe de journalistes, il a fait des déclarations invraisemblables à propos de l'esclavage. Oh! Vous n'avez pas vu cette émission par des journalistes qui l'ont interviewé, où ils le font parler sur l'esclavage? Ah non, j'ai pas vu ça. Où il dit, mais moi je suis tout à fait d'accord avec l'esclavage. D'ailleurs, le Christ ne s'est jamais élevé contre l'esclavage. Non, écoutez, c'est phénoménal ça. C'est phénoménal. Et voilà, oui. Et voilà l'individu qui veut se présenter au présidentiel avec l'appui de Rivarol. Parce que le petit Bourbon, le petit bonhomme Bourbon, au petit gros. Glissant mortel, n'insistons pas. Quoi, il va faire campagne pour le citoyen Lesquin contre Marine Le Pen? Non mais, il y a un problème. Non mais voilà où on est, dans nos milieux. Alors voilà, non seulement on a sur le dos nos ennemis institutionnels, mais on a aussi nos faux amis. D'où la vieille formule que vous connaissez. Mon Dieu, protégez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Dans l'Antiquité, on n'avait pas le droit de licencier un esclave. Hein. En plus de ça. Puis le mot esclave couvre plusieurs significations. En plus de ça. Voilà.
En plus de ça. Oui, vous vouliez poser une question? Une question cette fois-ci, en fait. Ou alors approchez-vous. Une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas, en fait, que le système tel qu'il est conçu, en fait, l'effet de l'argent, en fait que les gens sont tenus et ne peuvent pas, par exemple, vous n'avez pas été invité à ce banquet, seulement parce que l'organisateur est tenu aussi. Donc, est-ce que vous ne pensez pas justement l'effet de l'argent qui fait que les gens sont tenus, les gens sont... Ah ben, il y a certainement un aspect... Alors, je vais vous répondre justement. Alors, premièrement, j'ai été invité. J'ai été invité. Je dois la vérité, j'ai été invité. Le problème, c'est que quand j'ai posé la question à Bourbon, si j'aurais un temps de parole comme les fois précédentes, il m'a dit « Ah non, c'est pas possible parce que compte tenu du nombre d'intervenants, il n'y aura pas assez de temps, ou alors il faudra que je paie plus cher la salle. » Ah, pas d'accord. Et puis, autre information que je cite sous toute réserve, c'est que, paraît-il, le prix de 40 € demandé aux participants ne correspond pas du tout au prix réel. Et que ce serait un certain Jean-Marie Le Pen qui ferait le complément. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais enfin, non, mais enfin, bon, ne dérivons pas sur des choses subalternes, mais c'est pathétique. Alors, Bourbon, c'est qui? Bourbon, c'est qui? D'après sa présentation, c'est des vacantistes. C'est des vacantistes. D'après ses textes, c'est évident. Donc, plus pur que pur. Non? Plus pur que pur. Nationaliste, dit-il. Ah bon? Alors, quels sont les 3 noms qui ont surnagé, disons, parmi ces invités? Le Pen, c'est l'héritier du gaullisme. Entre autres choses, vous qui avez lu mon bouquin Histoire d'une trahison, entre autres choses. Henri de Lesquen, nationaliste. Il le dit, oui, il le dit parce que ça fait bien. Il essaye d'avoir le public de l'œuvre française pour sa campagne électorale. Et là encore, on se dit, mais alors les Sidos, les Benedetti et compagnie, ils marchent dans la combine? C'est ça, nos amis, c'est avec ces gens-là qu'on va faire la révolution. Justement, madame, ils étaient tenus financièrement. Ah ben, mais ça, et je vous ai dit que ça me semblait évident. Et c'est pour ça que je vous ai raconté cette anecdote que je ne peux pas vérifier. Il paraît que c'est venu des milieux de Saint-Nicolas du Chardonnay, qu'on disait que c'était Le Pen qui avait rajouté la somme. D'ailleurs, il n'est pas normal quand même que numéro après numéro de Rivarol, depuis je ne sais pas combien de temps, c'est l'encensoir sur le pif de Le Pen constamment. C'est pas gratuit quand même. Donc, et vous connaissez le fameux mot d'Henri Coston, on commence par créer un journal pour défendre les idées, puis on change les idées pour défendre le journal. Puis on change les idées pour défendre le journal, soi-disant. Parce que les lecteurs, au bout d'un certain temps, finissent par se rendre compte et le journal, pst. Mais alors, il est racheté. Et rappelez-vous cette citation que j'ai déjà donnée à plusieurs reprises, de la revue L'Acacia, 1909, je crois, à propos du journal La Croix, qui à l'époque était un très bon quotidien, antisémite, anti-franc-maçon, etc., disant que, mais avec nos amis juifs, protestants, le pouvoir, etc., nous allons racheter les actions et nous changerons le chocolat comme un fabricant... Non, nous changerons la teneur comme un fabricant de chocolat change la teneur en cacao. Ah ben voilà, tout est là. Et rappelez-vous ma formule en 3 points. En 3 points. Infiltration, Oui, ça c'est important. neutralisation, déviation. Eh bien, ce sera le titre de mon prochain éditorial dans la politique. Il est déjà bâti. J'attends simplement les informations du banquet de Rivarol aujourd'hui. Oui, je voulais vous demander, Pour conclure. Rivarol, qu'est-ce qu'il a comme, à l'heure actuelle d'abonnés? J'en sais rien. Très marginal. J'en sais rien.
J'en sais rien. Mais je crois tout de même qu'il y a des problèmes financiers. D'abord parce que ce gros malin arrive à se faire des procès qui ne sont pas absolument nécessaires. Et il a le procès grâce aux détails avec Le Pen, procès avec Renoir, procès à cause de Rissen, procès par Marine Le Pen parce qu'il a traité de gourgandine, ce qui est évidemment très, très élégant. Écoutez, mais vous ne trouvez pas que ça vole au ras des pâquerettes, ou je dirais au ras des bousses de vache? Surtout pour un journal qui se dit quand même une feuille relativement intellectuelle, quoi. Ah oui. Alors, la recette est toute simple. Une petite dose de Pétain, une petite dose de Vichy, une toute petite dose d'hitlérisme. On mélange bien, on saupoudre ça d'un petit peu de Le Pen, en évacuant certaines choses, une petite dose de Lesquin, et vous avez Rivard d'aujourd'hui. Ah non, mais c'est fabuleux. Toute la presse de droite. Fabuleux. Toute la presse de droite, il n'y a pas de presse de droite. C'est pour ça que ce n'est que par des petites lettres d'information comme ça que l'on peut, et je me rends compte de la portée que ça peut avoir. Vous ne vous rendez pas compte? Je ne tiens pas à me vanter plus qu'il ne faut, parce que je ne tiens pas du tout à ce qu'on sache qu'on est plus fort que l'on est, mais ça fait du travail en profondeur. Doctrinal. Hein? Travail doctrinal. Travail doctrinal, il n'y a que ça. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à relever la France un jour, si Dieu le veut. Qu'est-ce que vous pensez du site Égalité et Réconciliation et Soral? Il y a des informations intéressantes. Alors, il y a incontestablement des choses intéressantes. Ça, c'est évident. Il réédite des livres intéressants, c'est indéniable. Le problème, c'est que le personnage Soral est absolument imprévisible, gaulliste, marxiste, rousseauiste. C'est un peu tutti-frutti. C'est curieux. Ceci dit, je crois qu'il y a derrière lui tout de même une équipe de gens qui sont pas mal. On ne sait pas ce qu'il est. Il est pro-musulman, puis il ne l'est plus. Il est pro-FN, puis il ne l'est plus. Mais vous ne croyez pas qu'il se dope un petit peu, non? Oui, au sud du texte. Ceci dit, il y a un travail, et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à nous en étant passés d'abord par Égalité et Réconciliation, qui ont été, disons, un petit peu dégrossis grâce à Égalité et Réconciliation, et puis un jour qui se sont dit, mais curieux, il y a des choses qui ne collent pas très bien là-dedans. Et puis, ils ont vaguement entendu parler Internet, ça Internet, comme je dis, de mes vidéos, et c'est comme ça que ça a démarré. Et est-ce que vous connaissez le jeune blogueur qui s'appelle Boris Lelay Oui. Oui. Enfin, je connais, oui. Non, il fait du bon travail, ça incontestablement. Petite réserve. Il insiste trop sur le danger islamique sans remonter à la cause. Et séparatiste. Et séparatiste en plus de ça. Bretonnant. Il cherche ses racines, j'ai rien contre, mais bon, j'admets tout à fait en tant que nationaliste les racines de tout un chacun dans sa province, dans sa région, dans son terroir, c'est normal, mais pas au détriment de la solidité de la nation. Mais là, je vous dis, ce qui me dérange avec Boris Lelay, c'est que là, il fait un petit peu le travail qu'en attendent les mondialistes, Israël et compagnie. C'est-à-dire nous braquer contre le monde musulman. Or, il y a toute une fraction du monde musulman, déjà maintenant, qui est compatible avec nous. Prenez l'Iran ou prenez la Syrie, je ne vois pas au nom de quoi on devrait s'y opposer. Nous avons des ennemis communs, et on peut dire qu'ils sont tout de même corrects par rapport aux minorités chrétiennes chez eux. Mais regardez, même j'ai envie de dire, même ici en France, en Europe, vous discutez avec, moi je discute pas mal avec des musulmans et aussi même des Européens, des Français de souche, mais le plus dur à convaincre, c'est les Français, ils ne comprennent rien. Je suis désolé, ils vous parlent de théorie du complot, alors que le musulman, il comprend tout de suite de quoi vous parlez. Mais vous avez tout à fait raison, j'ai la même expérience. Excusez-moi, ce sont des alliés par défaut, parce que malheureusement, on ne veut pas devenir musulman, mais c'est comme ça. Et moi je soupçonne cette loi justement qui a été faite
c'est tous ces débats là, sur la double nationalité, d'ailleurs sur lequel on ne pointe jamais du doigt la double nationalité israélienne et le franco-israélien qui vont apporter leur concours à l'armée israélienne. Et vous avez vu ce franco-israélien qui a abattu un Palestinien. Je terminerai là-dessus. En plus, je crois que cette loi elle a été faite justement pour tenir un peu les banlieues, pour déchoir de la nationalité les binationaux des banlieues, parce que ça ne nous concerne pas. Je suis du dom-tom, ça ne concerne pas les Français du souche. Donc, parce qu'ils n'ont qu'une nationalité, ça concerne des gens qui ont deux nationalités. Mais on a fait des déracinés, on en parlait ce matin encore, on en a fait des déracinés justement, ils ne savent plus où ils sont. On appelle des Français de synthèse. Oui, exactement, des Français de papier, appelez ça comme vous voudrez, de papier, de synthèse, tout ce que vous voudrez. Ils ne savent plus qui ils sont. Je me rappelle, il doit y avoir un an environ, il y avait dans l'assistance un jeune issu de l'immigration, visiblement. Je ne sais pas de quoi j'avais parlé, peut-être j'avais parlé du décret Crémier ou pas à l'époque. Il me dit, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le problème, nous sommes où? Le système en a fait des déracinés. Ils ne sont plus ni algériens ou marocains ou ceci ou cela, musulmans ou pas musulmans, ni français. C'est ça le drame. Ça le drame. Donc, de grâce, ne vous satisfiez pas de venir ici. Lisez. Et en main toujours un document à mettre sous les yeux de ceux qui ne vous croient pas de prime abord. Et quand vous avez des cadeaux à faire, n'amenez pas un petit gâteau, amenez des bouquins. C'est d'une meilleure nourriture. Et je vous dis, je ne gagne rien là-dessus. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à transformer la mentalité du maximum de Français le plus vite possible. Oui. Ce qui est pas mal, c'est que la prière de Jean-Louis Debré, là, elle a le Internet. L'Ave Maria. Pu convaincre certaines personnes qui avaient des doutes. Ben, j'en ai parlé, j'en ai parlé dans ma dernière conférence, justement. Je n'ai plus le texte là, mais c'est absolument une parodie de l'Ave Maria, etc., au nom de Marianne, etc. etc. Ils ont même parlé sur Courtoisie. Hein? Ils ont même parlé sur Courtoisie, à l'émission de l'Esquin. C'est vrai? Et alors? Bah et alors, bon, ils se sont un peu indignés, mais bon, sans plus. Il n'a pas percuté, pas particulièrement. C'est étrange parce qu'on a vraiment l'impression que maintenant, les mondialistes se lâchent. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est la prédiction, ils croient vraiment. C'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et regardez encore le vote des Hollandais contre l'entrée de l'Ukraine dans l'espace européen. Les réactions catastrophées des médias hier soir. Regardez. Ça n'a pas duré longtemps. Hein? Ça n'a pas duré longtemps. Ils vont écraser. Ils vont écraser. Ils se rendent compte qu'il ne faut pas que les Français sachent qu'il y a d'autres pays qui réagissent. Toujours la même chose. Ils vont écraser. La tactique de l'édredon. Quand il y a une nouvelle qui dérange, tactique de l'édredon. Ceci dit, monsieur, il y a quand même de moins en moins de gens qui votent. En plus de ça, oui. Donc, là aussi, vous avez raison. C'est quand même un élément... Tout à fait, qui montre d'ailleurs, même les médias le reconnaissent en disant que les Français se désintéressent de la politique, qu'ils n'y croient plus, qu'ils sont contre le système démocratique. J'ai cité d'ailleurs, il doit y avoir 2 ou 3 numéros de la politique passés, j'ai cité un sondage paru dans Le Monde, justement sur l'état d'esprit des Français par rapport aux partis politiques, etc., 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 y compris à ceux qui, une vingtaine de pourcents, qui en appelaient à un coup d'État militaire. Alors ça, j'y crois pas. Hélas, j'y crois pas. Et donc, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi croyez-vous que maintenant, on nous sort des hommes nouveaux? Pour espérer. Juppé. Non, pas Juppé, non. 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 Mais non, quels sont les deux nouveaux, Yann? Le maire. Voilà, le maire, Bruno, le belâtre. Macron. Ben voilà, les hommes nouveaux qui vont redonner confiance aux Français et régler leurs problèmes. Voilà. Et c'est comme ça que la démocratie se renouvelle. Hein, tout à fait.
Macron qui a été introduit par M. Attali. Pardon? Macron, c'est C'est le petit protégé, lui. M. Attali qui l'a introduit. Alors, Macron, bah, moi je veux bien. Moi, je suis prêt à tout examiner. Vous voyez, je suis très large d'idées. Oui, attendez. Macron, c'est qui? Il y a quelqu'un sur le cours Banque Rothschild. Banque Rothschild. Il y avait un Macron qui était. Attendez. Banque Rothschild, ça vous évoque autre chose? Pompidou. C'est quoi? C'est la fameuse loi scélérate de janvier 1973 qui interdisait à l'État français d'emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt. Sans intérêt. C'est la loi qu'on appelle la loi, selon les auteurs, la loi Rothschild, Giscard, Chirac. Et sans cette loi, on ne serait pas endetté. Exactement. Donc, voilà qui représente Macron. Quant à le bellâtre Bruno Le Maire, je viens de recevoir, pas plus tard qu'hier soir, un document qui témoignait que il était lié par certains contacts, par structures interposées, à un certain George Soros et à l'Open Society. Mais rappelez-vous, Bruno Le Maire est un européiste forcené. Ah oui, il ne serait pas franc-maçon en plus, non? Oh, vous osez dire des choses, monsieur. C'est beaucoup plus que ça, il fait partie du CFR européen. Mais voilà ce que je voulais entendre dire. Exactement. C'est le CFR, exactement, le Council of Foreign Relations. Oui, c'est européen, la branche européenne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Donc il a des chances d'être élu. Ah bien alors, ce que je trouve admirable, c'est de voir dans le Figaro les entrepreneurs, je ne sais plus quelle était la formule, sont frémissent devant lui ou un truc comme ça. Enfin, non, mais ça. Donc on nous fait dire que le monde patronal est pour Macron. Donc tous les bons bourgeois conservateurs qui pensent à leur petit portefeuille, et c'est la seule chose qu'ils ont à droite, hein, portefeuille. Ah mon Dieu, préservez-moi de mes amis, si on peut parler d'ennemis, je me charge de mes ennemis. Vous ne pensez pas que les mondialistes vont tout faire sauter s'ils n'arrivent pas à faire aboutir leur plan, provoquer une troisième guerre mondiale? Mais évidemment, mais vous n'êtes pas abonné à la politique? Vous devriez. Vous devriez. N'est-ce pas, monsieur Dajon? Mais ça rejoint, dans les années 1920, ce qu'avait dit Vladimir Ilitch Ulyanov, les idiots utiles. Mais bien entendu. Il était en avance. Mais c'est Lénine. Très bien conscient. C'est Lénine. Il avait très bien découvert la manipulation des foules. Tout à fait. C'est tout, hein. Très bien. Je n'arrive pas à